Ici, vous êtes dans le pétrus de la truffe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode. Vous l'avez compris, c'est consacré à la truffe du Périgord. On est parti ce matin de Bordeaux, on est allé jusqu'à Thiviers, à un peu plus d'une heure en TER au nord de Bordeaux. Et il fait pas chaud, il fait 5 degrés, on a encore 12-13 km à faire en vélo pour aller à la rencontre de Catherine et Pierre Chaminade, trufficulteurs, et qui vont nous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Mon mari et moi, Pierre Chaminade et moi-même, nous sommes trufficulteurs depuis une quarantaine d'années. Nous sommes exactement à Sorges et au domaine de Salex. Ça date depuis Homo sapiens sans manger, donc c'est pas nouveau, hein. Ça a passé des périodes plus ou moins troubles en France parce que c'était noir, c'est souterrain, donc c'est l'œuvre du diable, c'est ci, c'est là. Mais bon, avec François Ier et puis d'autres rois, ça a connu un renouveau. Bon, il faut savoir que la truffe à l'origine, c'est quand même un champignon sauvage comme tous les autres, qui est devenu champignon cultivé en 1825 par des pionniers. Ces pionniers ont eu simplement l'idée, simplement c'est facile à dire entre guillemets, de prendre des glands d'arbres producteurs, des glands de chêne, et de les mettre directement dans le sol. Dont un ancêtre lointain à mon mari, Chaminade, en 1825, a fait partie des pionniers. Ces gens-là, pour notre ancêtre, il a semé 2 hectares de glands de chêne truffier, de chêne, et il a récolté 10 ans après 100 kilos de truffes à l'hectare. Alors, il n'a pas été le seul, hein. Mais il faut savoir que 100 kilos de truffes à l'hectare, aujourd'hui, on en est loin. La moyenne, c'est 15-20 kilos à l'hectare, hein. Donc, à ce moment-là, la truffe est devenue champignon cultivé. Voilà. Il n'a pas été le seul dans le département, ni en France, mais moi, je raconte l'histoire du Périgord, hein. D'autres personnes ont fait comme lui, et l'apogée de la truffe en France a été juste avant les 2 premières guerres mondiales, bien sûr. Produit de luxe, période de guerre, personne en veut. Les hommes sont partis à la guerre, c'est un travail d'homme, hein. Donc les truffières sont plus cultivées, il n'y a pas de demande. Pourquoi on irait entretenir des truffières qui demandent un travail colossal pour rien en faire? Donc, et la troisième cause qui a perduré relativement longtemps, c'est que le savoir-faire était oral. Les enfants sortant de l'école, ils allaient travailler avec les parents. Faut savoir qu'à cette époque, faut se projeter avant 1900, le monde agricole, il était partout. Et en plus, le monde trufficole était agricole, différence avec maintenant. Donc, cette transmission se faisait oralement. Les enfants apprenaient en travaillant. Donc, il y a une cassure, 2 guerres successives. Quand les gens reviennent de la guerre, ils ont vraiment autre chose à remettre. Il faut vivre. Les truffières produisent presque plus. Donc, le temps de les remettre en activité, elles produisent pas l'année qui suit. Donc, ça y a eu une cassure. L'apogée, on trouvait en France 1000 tonnes de truffes par an. 2 guerres successives, ça chute gravement. C'est-à-dire que maintenant, c'est difficile à dire des moyennes parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises années qui sont des conditions climatiques. Mais malgré tout, on trouve à peu près 50 tonnes de truffes par an. Donc, heureusement que le plan mycorhizé a été inventé par un chercheur italien dans les années 1970-75, enfin, dans ces années-là. Parce que ça a redonné un engouement, un espoir dans la plantation d'arbres. Autrement, on est dans le déclin. 50 tonnes à côté des 1000 tonnes de 1900. Enfin, voilà. Pour faire simple, c'est un apport de spores de truffe que l'on va mettre dans une terre dépourvue de contaminants, donc d'autres champignons. Donc, voilà. Alors c'est une cuisine, hein, on rajoute tout un tas d'autres petites choses. Mais bon, on met ça dans des pots particuliers, c'est fait dans une serre. Parce qu'on a besoin de contrôler la température et l'hygrométrie, tant qu'à investir voilà. Dans cette préparation, spores de truffe, perlite, vermiculite, calcaire, on met un gland s'il s'agit d'un chêne. Donc ça, c'est fait au printemps. Et après, ça marche ou ça marche pas, parce qu'une serre, c'est pas un laboratoire de virus, hein. Il passe de l'air, donc l'air, elle va apporter d'autres spores, enfin bon, voilà. Et quand ça va germer, quand le gland va émettre des petites racines et les spores de truffe, il faut essayer que ça marche, que ça se rencontre au bon moment.
C'est un champignon sauvage, comme les autres, mais attention, qui a besoin de certaines conditions. Donc, on la trouvait pas au milieu d'une forêt ou d'un bois, on la trouvait à des endroits où le soleil pouvait pénétrer, parce que la truffe du Périgord, de son nom botanique, ou si on appelle son nom latin, c'est Tuber melanosporum. Mais l'appellation botanique, c'est truffe du Périgord. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, cette truffe n'aime pas l'ombre. Donc, ceux qui la trouvaient à l'état, si on peut dire, sauvage, naturel, sans avoir rien fait, il l'a trouvé soit sur des bordures, soit dans dans des clairières. Il faut se remettre, il faut pouvoir se remettre à cette époque. Les bois étaient très entretenus, différence avec maintenant. Les gens ramassaient de la litière, donc on ramassait de la litière pour les animaux. On faisait du bois pour se chauffer, mais pour faire du bois, ben, on allait passer avec une charrette, avec quoi que je ne sais quoi. Donc on élaguait des arbres, enfin on faisait plus ou moins bon et on pouvait trouver cette truffe, mais on ne pouvait pas la trouver à l'ombre. Voilà, c'est tout. Même si vous retaillez vos truffières, vous les remettiez en état pour qu'elles reproduisent, la truffe, elles reproduisent pas l'année qui suit. Il faut que les gens y vivent, hein. Donc ils ont planté des céréales qui, elles, vous les plantez en début de l'année. Vous êtes sûr que, ben, dans l'année, enfin sûr, à peu près que vous allez avoir une récolte, que vos truffières, vous avez beau les remettre en état, elles vont pas reproduire l'année qui suit, hein. Elles ont passé plusieurs années en souffrance, enfin tout en tas de voilà. Et puis le savoir-faire. Plusieurs générations, il y a plus de transmission, hein, on parlait pas comme on fait maintenant, on va raconter aux enfants: ton père faisait ça, gna gna gna». Là, pas du tout, les gamins à table, personne parlait et on n'allait pas raconter ce que faisait le grand-père, autrefois dans les chênes truffiers. Non, c'est fini. Donc cette transmission, vraiment ce savoir-faire, cette taille de l'arbre qui est complexe, ce travail du sol qui est très particulier aux truffières, il s'est perdu. Et il a fallu réapprendre. On plante pas une truffière n'importe où. Alors, pour faire simple, on plante une truffière dans des sols calcaires. Il y a vraiment un pH particulier à respecter. C'est soit des sols jurassiques ou crétacés. Alors effectivement, le goût de la truffe va dépendre du sol. Et la truffe est nettement plus parfumée dans des sols jurassiques. Désolée pour les sols crétacés, mais c'est comme ça. Faut savoir que Sorges, dans les concours de avant-guerre, là, ou après-guerre juste, gagnait beaucoup avec d'autres communes, bien sûr, il n'y a pas que Sorges, gagnait beaucoup de concours parce que la truffe était très parfumée, voilà, due au sol jurassique. Donc, quand le sol convient et qu'on a fait une analyse de sol, parce que de terre, enfin voilà, ok, on plante des arbres qu'on achète, ces arbres mycorhizés, bon, à des pépiniéristes, parce que c'est un apport de spore de truffe, bon voilà. Faut savoir que la truffe, c'est un champignon qui est souterrain et qui vit en symbiose avec certains arbres. Alors, les arbres qui ont eu des aptitudes truffigènes, on va reconnaître le chêne vert. Le chêne classique, alors le chêne classique, moi j'enrobe toutes les variétés d'autres chênes, on va pas détailler. Le charme, le tilleul, le pin et le noisetier. Effectivement, vous constatez chez nous, puis il n'y a pas que chez nous, l'essentiel des arbres que nous plantons, ce sont des chênes, chênes verts et les autres. Parce que le chêne, c'est malgré tout le roi de la truffe et lui qui il va mieux supporter toutes les conditions climatiques et toute peut-être intervention de certains animaux qui viennent les tailler parce qu'ils sont très riches en sucre et qui résistent aussi incidence climatique, à des fortes sécheresses et à ces manques d'eau qu'on a depuis quelques années. Voilà. Donc c'est vraiment une symbiose, hein, ce qui existe, entre la truffe et l'arbre. La truffe apporte à l'arbre des oligo-éléments, voilà, et l'arbre lui apporte du sucre et du calcium, qui fait par son feuillage. Donc c'est vraiment une symbiose. Il ne peut pas y avoir de truffe s'il y a pas d'arbre. Mais partout où il y a des arbres, il y a d'autres champignons, mais qui sont pas spécialement la truffe, bien sûr. La qualité du sol, c'est un des premiers paramètres, hein, il faut que le sol ait le pH entre 7,5 et 8,5, qu'il ait un pourcentage d'argile inférieur à 15. Ça, c'est les premiers paramètres. Après, effectivement, si vous plantez un arbre qui a pas de spore de truffe, vous pouvez aller chercher de l'eau bénite à lourde, ça ne fera strictement rien, hein. Mais bon, imaginons que le sol convienne. Ensuite, ça suffit pas, hein. Si vous taillez mal votre arbre, vous n'aurez jamais de truffe, hein. Attention, la taille de l'arbre, toute action que vous faites sur les branches se répercute sur le système racinaire. Donc vous coupez la mauvaise branche, vous détruisez la bonne racine. Donc c'est une taille aujourd'hui que les techniciens connaissent
parfaitement, il vous l'explique, mais c'est à vous de l'intégrer et de le faire comme il faut. Et je m'aperçois que c'est pas si évident que ça, parce que nombre de trufficulteurs taillent pas spécialement. Alors c'est complexe, hein, taillent pas spécialement leurs arbres comme il faut. Hein. On va couper systématiquement. Alors, pour faire simple, la tête de l'arbre. Parce que quand vous détruisez la tête de l'arbre, dans le sol, ça détruit cette racine qui s'appelle un pivot. Nous, on veut que l'arbre fasse des racines traçantes, horizontales. Voilà. Alors ça, ok. Mais après, à l'intérieur de l'arbre, c'est quand même beaucoup plus complexe. Hein. On va essayer de laisser des branches horizontales. On va essayer là aussi de couper des branches qui sont consommatrices de sucre et qui n'en produisent pas. Donc, ça veut dire que sous une même branche, elles sont à l'ombre. Mais attention, il faut pas couper la moitié des branches de l'arbre non plus. Il faut pas le stresser. Donc, La truffe, elle va se former, les primordia, une petite truffe, ça s'appelle les primordia, elles vont se former en juin. Et elles commencent à mûrir à partir de décembre. C'est ridicule de ramasser de la truffe avant parce qu'il y a vous allez ramasser de la truffe qui est pas mûre. Voilà, donc c'est complètement hors circuit. Et donc jusqu'à fin mars, mi-mars, selon les années. Donc elle a un cycle très très long. Ça, c'est le chêne endémique du Périgord, ce qu'on appelle le chêne noir du Périgord, qu'on voit en arrière-plan. Mais si ces arbres n'avaient pas été taillés, ils feraient 20 mètres de haut. Et là, on a les plantations nouvelle génération. Et même encore, on taille encore plus bas et plus petit. On fait plusieurs tailles par an pour avoir des semi-bonsaïs, on va dire. Donc plus facile à entretenir, moins gourmand en eau aussi, consommant beaucoup moins d'eau parce que les changements climatiques font que effectivement aujourd'hui il faut vraiment avoir des arbres qui consomment peu d'eau et un gros chêne comme ça adulte consomme énormément d'eau par rapport à un arbre comme ce que vous voyez ici. Vous voyez là il y a deux types de truffières différentes avec des tailles complètement différentes, c'est-à-dire que maintenant on va sur des arbres plus petits qui consomment moins d'eau, qui et qui sont plus faciles à entretenir. Elle commence, elle a 8-9 ans, donc sur un volume d'arbres, il y en a toujours qui produisent à 7-8 ans, un peu plus à 8-9 ans, mais l'entrée en production dans le Jurassique, c'est nous, avec le climat qui malheureusement fait que se dégrader et qui fait des ruptures de cycle d'arbres, quoi, en fait. Donc je dirais que c'est presque de plus en plus long. Et le gros de la production, honnêtement, chez nous, c'est 10 ans. Et quand un arbre ne produit pas à 10 ans et qu'il a aucun signe d'entrée en production, ben, on le remplace. Donc là, c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Je vais trier les arbres que je pense qu'ils ne produiront pas. Parce qu'on voit 3 ans avant l'entrée en production d'une truffière, en moyenne. Pour un observateur, si on est moins observateur, c'est 2 ans. 3 tailles par an, 3 arrosages au pied de l'arbre à la main, et aussi le travail du sol. Bon, le travail du sol, je le fais avec des outils. Hein. La pioche, c'est fini, quoi. J'ai mal au dos, j'ai mal partout, donc on ne parle plus de pioche. Et puis c'est pas faisable. bien sûr, comme les champignons, hein, il y en a des centaines de variétés. Mais intéressantes culinairement, ça se resserre. Là, il y en a plus que 5 intéressantes qu'on va aller par ordre décroissant. La plus chère et peut-être la plus connue, hein, son nom, c'est Tuber magnatum ou truffe d'Alba, qui est une truffe qu'on trouve en Italie, qui est la seule truffe intéressante culinairement qui n'est pas noire extérieure. Elle est beige jaune. Alors qui a un prix qui est très cher, voilà. Il n'y a pas de plans mycorhizés à l'heure actuelle qui sont établis pour faire cette truffe Tuber magnatum, qui vaut à peu près entre 3 000, c'est une fourchette là, c'est pareil, hein, entre 3 000 et 10 000 € le kilo, hein, voilà. Ensuite, bien sûr, la nôtre, hein, la truffe du Périgord, qui est noir extérieur, noir intérieur, avec des fins filaments blancs. Ensuite, autre variété de truffe qu'on trouve dans notre secteur aussi, Tuber brumal, qui est noir extérieur, noir intérieur, mais avec des gros filaments blancs, qui a quand même beaucoup moins de saveur, hein, qui vaut 300-400 € le kilo, ça dépend des années. Hein. On a une truffe en Bourgogne, Tuber incinatum, qui est noir extérieur, marron à l'intérieur, toujours avec des filaments, qui est intéressante culinairement, malgré tout, hein, enfin malgré tout, c'est pas malgré tout, qui est intéressante culinairement, qui vaut dans, je sais pas, là c'est difficile toujours à dire des prix, mais enfin en 600-700 € le kilo. Hein. Et la dernière, c'est une truffe d'été, Tuber estivum, qui est noir extérieur, grise à l'intérieur.
Voilà. Alors toutes les truffes, alors qui vaut à peu près 200-300 € le kilo, la truffe d'été, hein. C'est assez récent qu'on la consomme. Je veux dire, avant les années 2000, voilà, parce qu'elle a beaucoup moins de saveur. Mais bon, il faut savoir la cuisiner. Elle se cuisine pas du tout pareil et il faut la ramasser, somme toute, mûre là aussi, parce que si vous la ramassez pas trop mûre, c'est comme toutes les truffes. Une truffe pas trop mûre, elle aura pas trop de goût, donc c'est pas très intéressant, hein. Il faut savoir que notre truffe du Périgord, on la trouve dans tout le sud-est de la France, jusqu'à la barrière climatique actuellement, mais bon, qui changera peut-être si les terrains conviennent, qui est la Loire. On la trouve donc en Italie aussi, hein. On la trouve en Espagne, on la trouve au Maroc, on la trouve en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Californie. Mais elle s'appelle truffe du Périgord puisque c'est une appellation botanique. Ça, il faut pas se dire: «J'achète cette truffe du Périgord», en pensant truffe du Périgord qu'elle vient de la région. Non, elle peut venir, d'ailleurs, hein. Enfin parce que la Californie, ça reste là-bas, l'Australie, Nouvelle-Zélande, c'est l'été, l'hiver. Ils desservent beaucoup les marchés asiatiques. De toute façon, on ne produit pas assez de truffes en France. Quand je vous dis à peu près 50 tonnes, à côté des 1000 tonnes au siècle dernier, donc c'est vrai que l'Espagne est un très gros producteur de truffes qui vient combler notre manque de truffes, quoi, hein. Bon, alors la truffe blanche d'Italie, c'est vrai que si on pouvait la cultiver en France, on le ferait, ça serait plus intéressant, mais bon, ce sont pas du tout les mêmes sols, pas du tout, ce sont des forêts humides, ombrageuses, complètement autre chose. Et pour l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, je crois que le plan mycorrhizé n'est pas encore, établi. C'est une autre variété de truffe qui a un autre prix, qui a un autre goût, qui fait, que les arômes synthétiques ou comme vous voulez, s'il y en a en vente, c'est parce que certains en utilisent. Mais celui qui s'y connaît pas, il pense que c'est l'arôme normal de la truffe. Ça, c'est toujours pareil, hein. Je pense qu'ils desservent plus en fait le produit truffe, le champignon en tant que tel, que la valeur d'intéresser des gens à connaître et à déguster de la truffe. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que cet arôme artificiel, il est désagréable au final, quoi. Alors c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont jamais mangé de truffe, eh ben, ils vont se faire une idée qui est pas la véritable idée sur l'arôme de la truffe, et c'est dommage. Les restaurateurs, les restaurateurs qui travaillent la truffe, qui aiment ce produit, qui respectent leurs clients, généralement, ils ont un peu de truffe à Noël, mais c'est pas là où elle est la meilleure. Donc, ils font des plats à la truffe, si vous voulez, janvier, février, avec de la truffe mûre, de qualité, et tout le monde est satisfait du produit, quoi. Voilà, la truffe, c'est quelque chose qui doit rester authentique. Et si on mange de la truffe, peut-être moins souvent, mais manger de la véritable truffe. Ah, le goût, c'est un goût de sous-bois, d'alcool. C'est difficile à définir. C'est vrai que je suis pas très calé sur le sujet en fait, mais C'est complexe. c'est des arômes très complexes, surtout quand une truffe est bien mûre en fin janvier, même début janvier, quand elle commence à vraiment, là c'est extraordinaire, quoi. Et c'est des arômes qu'on peut pas imiter artificiellement, c'est impossible. Enfin, du moins c'est pas fait pour l'instant. Il y a la mouche, le chien et le cochon. Alors la mouche à truffe, c'est une petite mouche grise qu'on ne voit que dehors et que dans les truffières et que l'hiver donc, hein, voilà. Le principe de cette mouche, c'est qu'elle vient pondre ses œufs à l'endroit où il y a une truffe mûre pour que ses larves se nourrissent de la truffe. Alors ça paraît simple et le plus complexe, c'est de voir la mouche au sol. Donc celui qui cherche à la mouche, hein, il faut qu'il ait une baguette et qu'il balaye le sol afin de voir la mouche, au sol et pour qu'il puisse gratter. Alors bon, c'est amusant quand vous avez quelques arbres, mais bon, c'est quand même une méthode fastidieuse parce qu'il y a pas des mouches sur toutes les truffes. Il y a des odeurs de truffes qui plaisent pas aux mouches. Donc si vous cherchez qu'à la mouche, eh ben vous oubliez des truffes. Voilà, mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, le cochon. Alors vraiment, le cochon, c'est l'animal emblématique du siècle dernier, hein. Faut se souvenir que 1800, le monde trufficole était agricole. Et à cette époque-là, tout le monde élevait tous les animaux dans les fermes, donc le cochon faisait partie des animaux d'élevage. Alors, on dit toujours le cochon, mais c'est pas le qui cherche, ce n'est que la femelle. C'est une histoire d'hormones. Le cochon est un très bon chercheur. Il peut chercher plus longtemps que le chien, hein, 3-4 heures d'affilée. Le gros inconvénient, c'est qu'il la mange. Et tout au long de sa vie, il le fait pour son compte, hein.
Voilà. Et le gros problème, c'est comment faire pour pas qu'il la mange. C'est là le problème. Vous pouvez le tenir en laisse, ça sert strictement à rien. Mettre vos doigts, eh ben, il va vous mordre parce qu'il est pas méchant, mais lui, il compte la manger. Donc, c'est la technique pour pas qu'il la mange, hein. Il faut avoir un outil, donc, pour ramasser des truffes en fer assez long, pour lui passer en travers de la mâchoire, eh ben, pour pas qu'il la mange, hein. Et de la ramasser assez vite, hein, parce que, voilà, hein. Bon, entre autres, le cochon a quand même d'autres avantages, hein. Il cherche donc plus longtemps que le chien. Tous les bruits extérieurs, il peut passer du gibier ou quoi que ce soit, vous pouvez être 50 derrière et jouer de la fanfare à chanter. Sincèrement, ça le perturbe pas, hein. Vous pouvez lui dire: «Tu cherches mal, t'es gros, t'es moche», je sais pas quoi tant, il s'en fout complètement, hein. Bon, alors, il a cherché une truffe, vous lui donnez quand même en récompense quelques grains de maïs, hein, il faut quand même, bon. Que le cochon est quand même, somme toute, un animal relativement intelligent. C'est pas parce qu'il écoute pas quand on lui dit: «Non, tu la manges pas» que voilà, hein. Alors ce fameux manuel racontait l'histoire d'une truie qui avait bien compris qu'à chaque fois qu'elle trouvait une truffe, elle ne la mangeait pas, donc voilà. Alors par moments, il grogne, hein, il est pas spécialement content, mais enfin, il la mange pas quand même. Donc elle simulait qu'il y avait une truffe, donc vous écartez le cochon, parce qu'en général, on la trouve, mais bon, il suffit qu'elle soit plus profonde. Pendant ce temps que vous cherchiez, elle savait très bien qu'elle, qu'il y en avait pas. Elle allait à 1 mètre plus loin et elle allait vite fait déterrer une autre truffe que là, par contre, et elle la mangeait à très grande vitesse. Mais par contre, où elle avait simulé la première fois, il y avait pas de truffe. Et ça, c'est quand même, je veux dire, ça veut bien dire que le cochon est un animal quand même relativement, intelligent, hein. Inconvénient, parce que là aussi, il y a le côté pile et le côté face. L'inconvénient, c'est qu'il monte pas dans le coffre de la voiture et qu'il dort pas, devant le poêle, sur le tapis. Donc il lui faut un local et il faut une voiture adaptée. C'est quand même bon. Et puis sincèrement, je crois que quand ils font 200-300 kilogrammes, c'est quand même impressionnant. On a perdu cette habitude. Ce qui fait que maintenant, c'est le chien qui a pris le dessus, hein, depuis les années 1960, voilà, petit à petit. Alors chez le chien, c'est complètement autre chose. C'est le réflexe de Pavlov. Chercher, trouver, récompense. Donc c'est un dressage. Attention, pour le chien, c'est pas un amusement, c'est un travail. Le bon chien, alors entre guillemets, hein, le bon chien truffier cherche en moyenne 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie l'après-midi, hein. Ça lui demande quand même un effort, hein. Donc il a une récompense, on lui donne quelque chose. C'est normal, hein. Alors tous les chiens peuvent chercher, à part ceux qui ont le nez aplati, qui ont moins d'odorat, puisque les organes olfactifs sont dans le nez, bien sûr, hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre un «bon chien» entre guillemets et un moins bon chien truffier? C'est sa concentration. Le chien a tellement été modifié génétiquement que bon, ben, il y a celui qui tous les chiens vont comprendre ce que c'est le dressage, chercher, mais entre celui qui cherche 5 minutes et celui qui va chercher 1 heure et demie à 2 heures, il y a quand même une grande différence, hein. Moi, mes chiens, ce sont des bergers belges malinois parce qu'avant tout, j'aime cette race de chiens. Ce sont des chiens, attention, qui sont d'origine travail. Et ça, c'est différent avec origine beauté. La sélection a déjà subi, nombre de modifications, hein. Origine travail, un chien qui est concentré, qui voilà, mais malgré tout, dans ces races-là, ben, il y en a des moins bons. Oui, moi j'en ai 3 dont quand même qui ont fait partie de très bons chiens truffiers, hein. Bon, Love a fait partie de très bons chiens truffiers. Elle commence à vieillir, elle a 10 ans passés, mais c'est une chienne qui est calme. Ce qu'on demande aux chiens, il faut savoir une chose, c'est pas de déterrer de la truffe et vous de l'amener dans le panier. Non, ça c'est à la télé pour les Américains, non. Le chien, simplement, on veut qu'au sol, il marque avec sa patte. C'est à nous, parce que s'il la touche et qu'elle est pas mûre, il va la bouger dans le sol, il va casser ces fins filaments qui la relient au système, racinaire, et si elle est loin de mûrir, c'est fini, l'histoire s'arrête. En plus, avec sa patte qui a des griffes, qui sont pas rétractiles, il va, la griffer. Alors c'est moins présentable. Non, le chien marque et c'est à nous après de faire tout un tas de vérifications et de voir, voilà. Mais malgré tout, Love, elle attend, elle marque une fois. Si on la voit pas, moi je lui dis: «Je la vois pas». Elle revient le faire voir une seconde fois et même une troisième fois s'il faut. En attendant, elle attend, elle est calme. Donc et puis elle cherche vraiment, sur mesure. Je lui dis: «Je la vois pas», elle repasse dans un sens, elle repasse dans l'autre. Enfin bon, c'est extraordinaire. Entre le chien qui cherche 10 minutes, entre le chien qui est moins concentré, donc ça veut dire que le chien moins concentré, il en oublie. Faut savoir que nous, avec un chien qui est comme ça, on passe qu'une fois par semaine sous les mêmes arbres, ça suffit. C'est pas la peine de passer tous les jours parce qu'avec son odorat, il va en remarquer d'autres. Si vous êtes passé aujourd'hui, je repasse demain. J'ai ramassé celles qui sont mûres, ben, il va en sentir d'autres qui sont pas mûres. Et qu'est-ce que vous faites d'une truffe pas mûre? Sincèrement, Milka, viens, cherche.
Allez. Top, c'est bien, top, c'est bien. Voilà, là, il y a une truffe. Si je gratte plus, bon là, moi, je travaille avec des outils que j'ai fait. Donc, je travaille quand le terrain le permet, je travaille à 15 centimètres. Arrête. Pour avoir des truffes bien dans un bon, bien entouré de terre, qui soit bien protégé, quoi. Nous, ça a été surtout qu'on était passionnés, de la truffe. On aimait manger de la truffe. On avait comme tout le monde à peu près ici dans le Périgord des truffières, qui dataient de des âges d'or, mais vieillissantes, dont on entretenait plus spécialement très bien et qui produisaient très peu sur les bordures, effectivement. On a eu vent de ce plan mycorhizé, voilà, et on s'est dit: «Chouette, on va planter des arbres», et alors, je sais pas pourquoi on s'était imaginé presque que tous les arbres allaient produire. Effectivement, ça a pas été tout à fait comme ça, loin de là. Donc on a commencé à planter, et puis on a arraché, puis on a replanté, jusqu'au jour où enfin on a décidé, de décider de faire nous-mêmes nos arbres truffiers pour vraiment nous, le but c'est que de les contrôler un par un à la loupe binoculaire ou au microscope, hein, pour être sûr de planter au moins des arbres qui sont déjà mycorhizés. Alors ça veut pas dire qu'ils vont produire à 100. Ah oui, voilà, mais enfin ça, faire ces arbres mycorhizés pour des particuliers, c'est complexe, hein, parce qu'il y a pas d'école, hein, somme toute, hein. Mais c'est quand même un autre métier, hein, il faut quand même être, alors il y a des stages de formation, maintenant on est en 2025, on n'est plus en 1980, hein. Les techniciens sont parfaitement formés, mais c'est pas eux qui vont venir chez vous travailler votre truffière, hein. Il y a plein après de comment ça s'appelle? De gens professionnels qui sont formés, qui peuvent venir vous entretenir votre truffière, mais bon, voilà, la plupart maintenant, on sait quand même beaucoup plus de choses qu'on savait auparavant, hein. Le travail du sol est très important. S'il n'est pas fait comme il doit être fait, vous détruisez là aussi votre truffière, hein. Alors pourquoi ce sont des passionnés, un trufficulteur? Parce en moyenne, je dis bien, hein, je parle pas des cas exceptionnels, il faut attendre en moyenne entre 8 et 10 ans avant de trouver ses premières truffes. Alors si vous êtes pas passionné, l'histoire s'arrête rapidement, hein. Le plat que je peux manger, pas tous les jours, mais bien 2 fois, 1 jour sur 2, ce sont des petits toasts aux truffes. Voilà, avec du beurre de truffe sur des toasts, parce que c'est pas écœurant, et je trouve que c'est vraiment, ça passe très bien. Après effectivement, il y a l'omelette aux truffes qui est délicieuse, les œufs brouillés aux truffes, quand ils sont faits convenablement, c'est pareil. Après il y a des plats beaucoup plus simples, hein, une purée aux truffes, des pâtes aux truffes, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mayonnaise aux truffes avec Les œufs les œufs mimo mimosa. Sincèrement, c'est bluffant, c'est bluffant. Mmh. Alors, le livre intéressant, Va le chercher derrière. La Bible du Pradel, truffi c'est un ancêtre à mon mari du côté, paternel. Dans notre, voilà, chemin la Bible du trufficulteur. dans notre chemin de trufficulteur actuel, mon mari a eu dans sa famille en 1900 ce Louis Pradel, qui a été un des pionniers là aussi, qui a écrit un des premiers manuels sur la trufficulture. Alors ça, c'est vrai que c'est la Bible. Ça, vous l'avez sur votre table de nuit et vous découvrez, même si 100 ans, plus de 100 ans nous séparent, il avait quand même 60 hectares de truffières, et son livre est plein de petits détails que même si le climat a changé, on s'aperçoit que quand même, voilà. Et après de l'autre côté, effectivement, il ne faut pas oublier l'ancêtre aussi beaucoup plus lointain, 1825, qui a fait partie des pionniers, Louis Montignac aussi, hein, Louis Montignac, qui a fait partie des pionniers avec ses 2 hectares où il trouvait 100 kilos à l'hectare de truffes par an. Actuellement, on est à 15-20 kilos, hein, à cause de tous Même ces pas. arbres. Oui, encore je suis généreuse, hein, tous ces arbres qui produisent pas, hein. Attention, hein. Pour en revenir au sujet, qui concerne l'appellation de truffe du Périgord, il faut savoir que c'est du fait que la truffe du Périgord gagnait, quasiment tous les concours au siècle dernier, alors qu'il y en avait dans plein de départements. Et ben, petit à petit, ça s'est fait comme ça, naturellement, truffe, on l'appelait truffe du Périgord, et son nom est devenu truffe du Périgord partout. Mais la truffe du Périgord, proprement dit, c'est une truffe qui est produite en Périgord, voilà, normalement. Alors que là, vous avez de la truffe espagnole qui est vendue truffe du Périgord. Il y a pas l'origine de sa provenance sur des gens qui vendent des truffes d'Espagne, mais aujourd'hui, c'est souvent des truffes d'Espagne.
Et nous, on essaye de récupérer notre nom de truffe du Périgord. Donc, ça passe par des enquêtes, etc., comme Champagne en son temps l'a fait, comme Comté aussi, par exemple, l'a fait. C'est des enquêtes qui sont longues et coûteuses. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on a amorcé le processus pour récupérer notre truffe du Périgord. Donc, il faut encore attendre un peu, voilà. Et bientôt, j'espère qu'on aura notre nom de truffe du Périgord. Je fais quand même la parenthèse, c'est pas qu'en Périgord où on trouve des très bonnes truffes. Vous avez des régions dans le sud-est où la truffe est très très bonne, vous avez des régions dans le Lot où la truffe est très très bonne, mais voilà, quoi. C'est chacun défend son territoire. Mais vous voyez, moi je critique pas les autres régions productrices de truffes. Fin du deuxième épisode. Merci Catherine, merci Pierre de nous avoir expliqué tout ça. On en sait un peu plus sur la truffe. Si vous êtes de passage dans le coin, vers Sorges, sachez qu'il y a le musée de la truffe à Sorges, qui est top. C'est à 10 km de Thiviers. Vous en avez pour 1 heure, un peu plus, 1h15 de TER jusqu'à Thiviers et après une dizaine de kilomètres à vélo. C'est une bonne petite balade pour la journée. N'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. À bientôt.